Non, il ne faut pas demander aux livres et aux biographes combien Charles Dickens a été aimé par ses contemporains. L'amour ne vit et ne respire que dans la parole. Il faut se le faire raconter, de préférence par un Anglais, dont les souvenirs de jeunesse remontent encore jusqu'au temps des premiers succès de Dickens, par un de ceux qui, après 50 ans, ne peuvent se résoudre à appeler l'auteur de Pickwick Charles Dickens, mais qui continuent de lui donner son vieux nom, plus familier et plus intime, ce surnom de Boz. À leur émotion, mélancoliquement rétrospective, on peut mesurer l'enthousiasme des milliers de gens qui, à l'époque, reçurent avec un impétueux ravissement ces fascicules mensuels à couverture bleue, qui aujourd'hui, devenus rarissimes trésors pour le bibliophile, jaunissent dans les tiroirs et les bibliothèques. Alors, comme me le racontait un de ces Old Dickensians, au jour du courrier, ils ne pouvaient jamais se résigner à attendre chez eux le postillon qui, enfin, apportait en paquet le nouveau fascicule bleu de Boz. Pendant tout un mois, ils avaient eu la fringale de ce mets exquis. Ils avaient attendu et espéré. Ils avaient discuté pour savoir si Copperfield épouserait Dora ou Agnès. Ils s'étaient réjouis que la situation de Micawber aboutît de nouveau à une crise, car ils savaient bien qu'ils la surmonteraient héroïquement avec bonne humeur et aussi avec du punch bien chaud. Et maintenant, il leur fallait attendre encore, attendre l'arrivée du courrier sur sa voiture somnolente pour avoir la solution de toutes ces joyeuses charades. Non, ils ne le pouvaient pas, cela n'était pas admissible. Et tous, les vieux comme les jeunes, mois après mois, aux jours consacrés, allaient pendant 2 heures au-devant du courrier, rien que pour avoir plus tôt leur livraison. Et déjà, sur le chemin du retour, ils commençaient à lire. L'un regardait par-dessus l'épaule de l'autre les fameux feuillets, d'autres lisaient à haute voix, et seuls les plus charitables couraient à toutes jambes pour apporter plus vite le butin à leurs femmes et à leurs enfants. Tout comme la petite ville, chaque village, chaque cité, le pays tout entier, et bien au-delà encore, l'univers anglais éparpillé dans toutes les parties du monde, ont alors aimé Charles Dickens. Ils l'ont aimé depuis l'heure où ils l'ont connu, jusqu'à la dernière heure de sa vie. Jamais, au XIXe siècle, il n'y eut nulle part des rapports d'une telle immuable cordialité entre un écrivain et sa nation. Cette gloire jaillit aussi brusque qu'une fusée, mais elle ne s'éteignit jamais. Elle répandit continuellement comme un soleil son éclat sur le monde. Le premier cahier de la série des Pickwick fut imprimé à 400 exemplaires. Le 15e était tiré à 40 000. Tellement, avec l'impétuosité d'une avalanche, la renommée de Dickens se précipita sur son époque. Elle se fraya bientôt un chemin en Allemagne. Des centaines et des milliers de petits fascicules à un gros semèrent le rire et la joie dans les rides des cœurs même les plus délabrés. Le petit Nicholas Nickleby, le pauvre Oliver Twist et les 1000 autres figures de ce créateur inépuisable passèrent aussi en Amérique, en Australie et au Canada. Aujourd'hui, des millions d'exemplaires de Dickens sont en circulation, des volumes grands ou petits, épais ou minces, des éditions à bon marché pour les pauvres gens, et jusqu'à cette édition qu'on a faite là-bas, en Amérique, et qui est la plus coûteuse qu'on ait jamais entreprise pour un écrivain. Je crois qu'elle coûte plusieurs centaines de mille francs, cette édition pour milliardaires. Mais dans tous ces livres, aujourd'hui comme alors, niche toujours encore ce rire fortuné qui prend son essor comme un oiseau gazouilleur dès qu'on a tourné les premières pages. La popularité de cet auteur est sans exemple. Si elle ne s'est pas accrue au cours des années, c'est simplement parce que la passion des lecteurs ne pouvait atteindre un plus haut degré. Lorsque Dickens résolut de faire des lectures publiques, lorsque pour la première fois il se présenta à son public face à face, l'Angleterre fut sans dessus-dessous. On prit d'assaut les salles, elles furent tout de suite combles. Aux piliers s'accrochaient des enthousiastes. D'autres rampaient sous l'estrade pour pouvoir simplement entendre l'écrivain bien-aimé. En Amérique, par le froid le plus glacial de l'hiver, les gens dormaient devant les guichets, sur des matelas qu'ils avaient apportés. Les restaurants voisins leur faisaient envoyer de quoi manger, mais l'affluence était toujours irrésistible. Toutes les salles étaient trop petites. Et finalement,
à Brooklyn, on donna à l'écrivain une église comme salle de conférence. C'est du haut de la chair qu'il lut les aventures d'Oliver Twist et l'histoire de la petite Nell. Cette renommée ne connut pas de vicissitude. Elle éclipsa celle de Walter Scott, et pendant toute une vie, elle couvrit de son ombre le génie de Thackeray. Lorsque la flamme s'éteignit, lorsque Dickens mourut, ce fut comme une déchirure qui parcourut l'univers anglais tout entier. Dans la rue, des gens qui ne se connaissaient pas en parlaient l'un à l'autre. La consternation étreignit Londres comme après une bataille perdue. Entre Shakespeare et Fielding, on le coucha dans l'abbaye de Westminster, le panthéon de l'Angleterre. Des milliers de personnes accoururent, et pendant des journées, le sobre monument funéraire fut recouvert de fleurs et de couronnes. Encore aujourd'hui, il est rare qu'on passe devant sans y trouver quelques fleurs qu'a répandues une main reconnaissante. Le temps n'a pas pu flétrir cette gloire et cet amour. Aujourd'hui comme alors, à l'heure où l'Angleterre mit dans la main de l'écrivain inconnu, qui ne s'y attendait nullement, le présent inespéré de la gloire universelle, Charles Dickens est le conteur le plus aimé, le plus admiré, le plus fêté de tout son pays. L'action si extraordinaire, s'exerçant à la fois en largeur comme en profondeur, d'une œuvre littéraire, ne peut se réaliser que par la rencontre extrêmement rare de deux éléments qui le plus souvent se combattent, à savoir l'identité d'un homme de génie avec la tradition de son époque. En général, tradition et génie se comportent entre eux comme l'eau et le feu. Oui, c'est presque la caractéristique du génie que, en tant qu'incarnation de l'âme d'une tradition nouvelle, de combattre celle du passé et de déclarer la guerre à la génération finissante en sa qualité d'annonciateur d'une race neuve. Un génie et son époque sont comme deux mondes qui, il est vrai, échangent entre eux leurs lumières et leurs ombres, mais tout en se mouvant dans des sphères différentes, lesquelles se croisent dans leur course circulaire, mais ne s'unissent jamais. Ici, au contraire, se réalise dans la vie de la voûte étoilée cette rare seconde où l'ombre d'un astre remplit le disque lumineux de l'autre, si bien qu'ils s'identifient entre eux. Dickens est le seul grand poète du siècle dont les vues intimes coïncident entièrement avec les besoins intellectuels de son époque. Son roman incarne d'une manière absolue le goût de l'Angleterre d'alors. Son œuvre est la matérialisation de la tradition anglaise. Dickens est l'humour, l'observation, la morale, l'esthétique, la matière intellectuelle et artistique, le sentiment vital spécifique, qui nous est souvent étranger mais qui, souvent aussi, attire notre sympathie passionnée, de 60 millions d'hommes habitant de l'autre côté de la Manche. Ce n'est pas lui à proprement parler qui a créé cette œuvre, la plus riche, la plus particulière et aussi la plus dangereuse des cultures de l'esprit moderne. On aurait tort de sous-estimer sa force vitale. Chaque Anglais est plus anglais que l'Allemand n'est allemand. L'anglicité n'est pas comme un vernis, comme une simple couleur revêtant l'organisme spirituel de l'être humain. Elle pénètre dans le sang, elle agit sur son rythme à la façon d'un régulateur, elle met ses pulsions dans ce qu'il y a de plus intime et de plus secret, de plus personnel en l'individu, je veux dire le sens artistique. Même comme artiste, l'anglais est plus tributaire de sa race que l'allemand ou le français. C'est pourquoi en Angleterre, tout véritable artiste, tout véritable poète a lutté avec l'anglicité contenue dans son être. Mais même la haine la plus ardente et la plus désespérée n'a pas pu vaincre la tradition. Celle-ci descend trop profondément avec ses fines artères dans le terroir de l'âme, et qui veut arracher l'anglicité déchire tout l'organisme et voit couler tout son sang par la blessure ainsi ouverte. Quelques aristocrates, pleins du désir d'être de libres citoyens du monde, l'ont osé. Byron, Shelley, Oscar Wilde ont voulu anéantir en eux l'anglais qu'ils étaient, parce qu'ils haïssaient l'éternel bourgeois qu'il y a dans l'anglais. Mais ils n'ont réussi qu'à ruiner leur propre vie. La tradition anglaise est la plus forte, la plus victorieuse du monde, mais aussi la plus dangereuse pour l'art. Dangereuse parce qu'elle est la plus sournoise. Elle n'est pas un désert glacé, elle n'est pas inaccueillante ou inhospitalière,
Elle attire par la chaleur de son foyer et par ses agréables commodités, mais elle met partout les entraves de ses bonnes morales. Elle rétrécit et elle règle, et elle s'accorde mal avec le libre instinct artistique. Elle est un appartement modeste, à l'air stagnant, protégé contre les orages dangereux de la vie, gai, amical et accueillant, un véritable home, avec tout le feu de la cheminée et du contentement bourgeois, mais malgré tout, une prison pour celui dont la patrie est l'univers, et dont la joie la plus profonde consiste à se plonger aventureusement, à la manière fortunée des nomades, dans l'infini. Dickens s'est trouvé à son aise dans la tradition anglaise. Il s'est installé confortablement entre ces quatre murs. Il se sentait heureux dans la paix de sa patrie. Et durant toute sa vie, il n'a jamais franchi les frontières artistiques, morales ou esthétiques de l'Angleterre. Ce n'était pas un révolutionnaire. L'artiste qu'il y avait en lui s'entendait très bien avec l'anglais, et peu à peu, il s'absorba complètement dans ce dernier. Ce que Dickens a créé est solidement établi sur le fondement séculaire de la tradition anglaise, sans jamais, ou du moins ce n'est que très rarement, s'élever le moins du monde au-dessus d'elle. Mais l'édifice n'en atteint pas moins une hauteur inespérée, avec une charmante architectonique. Son œuvre est la volonté inconsciente, la volonté devenue art de sa nation. Et lorsque nous déterminons l'intensité, les rares qualités et aussi les possibilités manquées de son tempérament d'artiste, c'est toujours à l'Angleterre que nous avons affaire. Dickens est l'expression artistique la plus haute de la tradition anglaise entre le siècle héroïque de Napoléon, le glorieux passé, et l'impérialisme, le rêve de son avenir. Si, pour nous, il a créé des choses remarquables, certes, mais non pas l'œuvre essentiellement puissante à laquelle le prédestinait son génie, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la race même qui l'en a empêché, mais c'est le moment où il a vécu, et qu'il méritait plus favorable, c'est-à-dire l'ère de la reine Victoria. Shakespeare fut bien la plus haute possibilité, le plus haut épanouissement poétique d'une époque de l'histoire de l'Angleterre, mais il s'agissait alors de l'Angleterre d'Élisabeth, forte, avide d'action juvénile, d'une fraîche sensibilité, qui pour la première fois étendait ses serres vers l'Imperium Mundi. Il s'agissait d'une Angleterre toute chaude et vibrante d'une force débordante. Shakespeare était le fils d'un siècle d'action, de volonté, d'énergie. De nombreux horizons avaient surgi. En Amérique, des empires fabuleux avaient été découverts. L'ennemi héréditaire avait été écrasé. Et d'Italie, le feu de la Renaissance envoyait sa flamme jusque dans les brouillards du Nord. C'était la fin d'un dieu et d'une religion, et de nouvelles valeurs allaient animer la vie du monde. Shakespeare était l'incarnation de l'Angleterre héroïque, tandis que Dickens n'est que le symbole de l'Angleterre bourgeoise. Il était le loyal sujet de l'autre reine, la débonnaire, maternelle, insignifiante Old Queen Victoria. Il était le citoyen d'un État prude, confortable et ordonné, sans élan et sans passion. Son essor était entravé par la pesanteur du siècle qui n'avait plus fin et qui voulait seulement digérer. Seul un vent mou jouait dans les voiles de son navire et ne le poussait jamais loin de la côte de l'Angleterre, vers la beauté périlleuse de l'inconnu, dans l'infini, aux voies non frayées. Il est toujours resté prudemment dans le domaine des choses natales, des choses usuelles et traditionnelles. De même que Shakespeare est la hardiesse de l'Angleterre avide d'ambition, Dickens est la prudence de l'Angleterre rassasiée. Il est né en 1812, précisément au moment où ses yeux peuvent commencer à voir autour de lui, le monde s'assombrit. La grande flamme s'éteint qui menaçait d'anéantir la charpente vermoulue des États européens. À Waterloo, la garde napoléonienne s'est brisée sur le roc de l'infanterie anglaise. L'Angleterre est sauvée, et elle voit son ennemi mortel finir dans une île lointaine, solitaire, sans couronne et sans puissance. Cela, Dickens ne l'a pas connu. Il ne voit plus la flamme de l'univers, cette lueur d'incendie roulée d'un bout de l'Europe à l'autre. Son regard reste emprisonné dans les brouillards de l'Angleterre. Le jeune homme ne trouve plus de héros. Le temps des figures héroïques est passé. Il est vrai qu'en Angleterre, quelques-uns ne veulent pas le croire.
Ils veulent, par la force de leur enthousiasme, ramener en arrière les roues du temps. Ils veulent donner au monde la brillante impulsion d'autrefois. Mais l'Angleterre veut le repos, et elle les chasse loin d'elle. Ils se réfugient dans les replis secrets du romantisme. Ils cherchent à rallumer la flamme avec de pauvres étincelles, mais le destin ne se laisse pas surmonter. Shelley se noie dans la mer Tyrrhénienne, Lord Byron est consumé par la fièvre de Missolonghi. L'époque ne veut plus d'aventure. Le monde est couleur de cendre. L'Angleterre se repaît à son aise de la proie encore sanglante. Le bourgeois, le marchand, le courtier sont rois et s'étirent sur le trône comme sur un lit de repos. L'Angleterre digère. Pour plaire, il fallait alors que l'art fût digestif. Il ne devait pas troubler l'esprit, il ne devait pas susciter de fortes émotions, il devait seulement chatouiller et caresser, être sentimental et non pas tragique. On ne voulait plus de ce frisson qui déchire la poitrine comme un coup de foudre, qui coupe la respiration et qui glace le sang. On connaissait trop bien cela par la vie réelle, lorsqu'arrivaient les gazettes de France et de Russie. On voulait simplement une impression agréable, le ronron et le jeu amusant, déroulant continuellement le peloton bariolé des histoires. Les gens d'alors voulaient un art de cheminée, des livres qui se lisent avec plaisir autour du feu, tandis que l'ouragan secoue la porte, et qui, eux aussi, dardent une infinité de petites flammes pétillantes et inoffensives. Un art qui réchauffe le cœur comme du thé, mais non un art qui enivre d'allégresse et qui rougeoie des lueurs de l'incendie. Les vainqueurs de l'avant-veille sont devenus si timorés, eux qui voudraient simplement conserver et garder ce qu'ils ont, sans aucun risque et sans vicissitude, qu'ils ont peur de la puissance de leurs propres sentiments. Dans les livres comme dans la vie, ils ne désirent que des passions dûment tempérées, pas d'extase qui bouleverse, mais toujours rien que des sentiments normaux qui se déroulent avec toute la décence requise. Le bonheur devient alors en Angleterre synonyme d'une douce contemplation. L'esthétique devient synonyme de la moralité, la sensualité de la pruderie. Le sentiment national du loyalisme et l'amour s'identifient avec le mariage. Toutes les valeurs de la vie deviennent anémiques. L'Angleterre est contente et elle ne veut pas de changement. Par conséquent, un art qui veut se faire apprécier par une nation si rassasiée doit être lui-même dans une certaine mesure un art satisfait. Il doit louer les choses existantes et ne pas regarder au-delà. Et cette volonté d'un art confortable, aimable, digestif, trouve son génie, comme autrefois l'Angleterre d'Élisabeth a trouvé son Shakespeare. Dickens est le besoin artistique de l'Angleterre de son temps, devenu créateur. Sa gloire vint de ce qu'il parut au bon moment, mais son tragique est de s'être laissé vaincre par ce devoir. Son art est nourri de l'hypocrite morale du rassasiement, qui était celle de la grasse Angleterre. Si, derrière son œuvre, il n'y avait pas une puissance poétique aussi extraordinaire, si son humour pétillant et doré ne faisait pas illusion sur l'insignifiance interne des sentiments, Dickens n'aurait de valeur que pour les Anglais. Il nous serait indifférent, comme les milliers de romans qui sont fabriqués de l'autre côté de la Manche par d'habiles littérateurs. C'est seulement lorsqu'on hait du plus profond de son âme l'étroitesse hypocrite de la culture victorienne qu'on peut mesurer avec une entière admiration le génie d'un homme qui nous a forcés à trouver intéressant et presque digne d'amour ce monde antipathique du rassasiement et de l'embonpoint. Le génie d'un homme qui a haussé jusqu'à la poésie la prose la plus banale de l'existence. Dickens n'a jamais combattu lui-même contre cette Angleterre-là. Mais au tréfonds de son être, dans son subconscient, se déployait la lutte de l'artiste et de l'anglais qui étaient tous deux en lui. Au début, il est parti d'un pas vigoureux et sûr, mais peu à peu, il s'est fatigué dans le sable mou, à demi résistant, à demi inconsistant de son époque, et finalement, il a suivi de plus en plus les ornières larges et toutes faites de la tradition. Dickens a été vaincu par son époque, et en présence de son destin, je pense toujours à l'aventure de Gulliver chez les Lilliputiens. Tandis que le géant dort, les nains l'attachent au sol avec 1000 petits fils. Lorsqu'il se réveille, ils le tiennent bien solidement et ne le délivrent pas avant qu'il ait capitulé
et jurer de ne pas enfreindre les lois du pays. C'est de la même façon que la tradition anglaise a investi et assujetti de ses liens Dickens, tandis qu'il était encore plongé dans le sommeil de son obscurité. Elle l'a fixé par le succès à la terre anglaise, elle l'a enveloppé dans les filets de la renommée et par là, elle lui a lié les mains. Après une longue et triste enfance, Dickens était devenu sténographe au Parlement, et il avait un jour essayé d'écrire de petites esquisses, à vrai dire, plus dans l'intention d'accroître son revenu que pour suivre l'impulsion du démon poétique. Le premier essai réussi, le journal s'attacha à sa collaboration. Ensuite, un éditeur lui demanda des gloses satiriques au sujet d'un club, gloses qui devaient constituer en quelque sorte le texte de caricature sur la gentry anglaise. Dickens accepta et il réussit au-delà de toute espérance. Les premiers cahiers du Pickwick Club furent un succès sans précédent. Au bout de 2 mois, Boz était devenu un auteur national. La renommée le poussa plus loin encore. Pickwick devint un roman. Nouvelle réussite. Et toujours plus étroitement se resserrent les petits réseaux, les liens secrets de la renommée nationale. Les applaudissements le conduisirent d'un ouvrage à un autre, l'orientèrent toujours davantage dans le sens du goût contemporain, et ces 100 000 liens, tissés de la manière la plus intime avec des applaudissements, des succès continuels et la fière conscience de la volonté artistique, l'attachèrent désormais inébranlablement à la terre anglaise, si bien qu'il capitula et jura en lui-même de ne jamais contrevenir aux lois esthétiques et morales de sa patrie. Il resta prisonnier de la tradition anglaise, du goût bourgeois, moderne Gulliver parmi les Lilliputiens. Sa meilleure fantaisie, qui, comme un aigle, aurait pu planer au-dessus de l'étroitesse de ce monde, s'empêtra dans les entraves du succès. Un contentement intime pèse sur son essor artistique. Dickens était satisfait du monde, de l'Angleterre, de ses contemporains, tout comme ceux-ci étaient contents de lui. Dickens et ses compatriotes ne se voulaient pas autres qu'ils étaient. En lui ne vivait pas cet amour irrité qui veut châtier, émouvoir, stimuler et élever, cette volonté primitive du grand artiste de demander des comptes à Dieu, de répudier son univers et d'en créer un nouveau d'après son propre jugement. Dickens était pieux et respectueux. Il avait pour tout ce qui existait une révérencieuse admiration, un ravissement perpétuel d'enfant tout heureux de ses jouets. Il était satisfait. Son ambition était peu de chose. Il avait été jadis un très pauvre enfant, oublié par le destin, effarouché par le monde, et de lamentables professions lui avaient gâté sa jeunesse. Alors, il avait nourri des désirs ardents et bariolés, mais tout le monde l'ayant repoussé, il s'était vu obligé de se replier dans une timidité longtemps et obstinément endurée. Cela avait mis en lui un feu brûlant. Son enfance fut véritablement l'événement tragique qui donna naissance à son inspiration poétique. Ce fut le germe de sa volonté créatrice, germe enfoui dans la terre fertile d'une douleur muette, et le dessein le plus profond de son âme, lorsque la puissance lui fut plus tard donnée, avec la possibilité d'exercer une vaste influence, fut de venger cet enfant. Il voulut, avec ses romans, aider tous les enfants pauvres, délaissés et oubliés, qui, comme lui autrefois, avaient à subir les injustices par la faute de mauvais maîtres, d'écoles mal tenues, de parents indifférents, ou par suite de la nature indolente, sans amour et égoïste de la plupart des hommes. Il voulut sauver en eux les quelques fleurs aux belles couleurs de la joie enfantine, lesquelles s'étaient flétries dans sa propre poitrine, faute d'avoir reçu la rosée de la bonté. Plus tard, la vie lui avait tout accordé, et il ne fut plus capable de l'accuser. Mais l'enfance en lui cria toujours vengeance. Et la seule intention morale, l'intime objectif de son œuvre littéraire, ce fut de secourir ces faibles créatures. Ici, véritablement, il voulut améliorer l'ordre social contemporain. Cet ordre, il ne le condamna pas en bloc. Il ne se révolta pas contre les principes de l'État. Il ne menace pas, il ne brandit pas le poing de la colère contre toute la nation, contre les législateurs, les citoyens, contre le mensonge de toutes les conventions. Mais il se borne, çà et là, à montrer d'un doigt prudent une plaie béante. L'Angleterre est le seul pays d'Europe qui alors, en 1848, ne soit pas en révolution. Lui non plus
ne voulait pas tout bouleverser ni tout reconstruire. Il désirait simplement corriger et améliorer. Il ne voulait qu'adoucir et atténuer les manifestations de l'injustice sociale, là où leurs épines pénétraient trop douloureusement et trop profondément dans la chair. Mais il ne prétendit jamais aller jusqu'aux racines, jusqu'à la cause première, pour les couper. En vrai anglais, il n'osa pas toucher aux fondements de la morale. Ceux-ci sont, pour le conservateur qu'il est, sacro-saints, comme the gospel, l'évangile. Et ce contentement, ce reflet de la tiédeur du tempérament de son époque, sont éminemment caractéristiques pour Dickens. Il ne demandait pas grand-chose à la vie, et ses héros sont comme lui. Un héros chez Balzac est avide et ambitieux. Il brûle du désir effréné de la puissance. Rien ne lui suffit. Ils sont tous insatiables. Chacun est à la fois un conquérant du monde, un révolutionnaire, un anarchiste. Ils ont un tempérament napoléonien. Eux aussi, les héros de Dostoïevski sont tout flamme et extase. Leur volonté répudie ce bas monde, et superbement mécontente de la vie réelle, elle aspire à saisir la véritable vie. Ils ne veulent pas être des citoyens et des hommes, mais dans chacun d'entre eux, à travers toute leur humilité, étincelle la périlleuse fierté de devenir un sauveur. Un héros de Balzac veut soumettre le monde. Tous deux s'élèvent au-dessus du terre-à-terre quotidien. Ils s'orientent vers l'infini. Chez Dickens, au contraire, les hommes sont tous modestes. Mon Dieu, que veulent-ils? 100 livres sterling par an? Une gentille femme? Une douzaine d'enfants? Une table aimablement servie pour les bons amis? Leur cottage près de Londres, avec de la verdure devant la fenêtre? Un petit jardin et une petite poignée de bonheur? Leur idéal est celui d'un épicier ou d'un petit bourgeois. Il ne faut pas demander davantage à Dickens. Tous ces personnages ne veulent, au fond d'eux-mêmes, rien changer à l'ordre du monde. Ils ne veulent ni richesse ni pauvreté, mais cette médiocrité confortable qui est si sage comme maxime de vie pour le boutiquier ou le roulier, mais qui est si dangereuse pour l'artiste. Le pauvre monde qui l'entourait a déteint sur les idéaux de Dickens. Derrière l'œuvre, il y a comme créateur, comme dompteur du chaos, non pas un dieu irrité, gigantesque et surhumain, mais un observateur satisfait, un citoyen loyaliste. L'atmosphère de tous les romans de Dickens est d'ordre bourgeois. Par conséquent, son grand et inoubliable mérite n'a été, à proprement parler, que de découvrir le romantisme de la bourgeoisie, la poésie de la vie prosaïque. Il a, le premier, su créer de la poésie avec l'existence quotidienne de la moins poétique de toutes les nations. Il a fait luire du soleil à travers ce morne gris. Et qui, en Angleterre, a vu une fois combien est radieux l'éclat doré que tisse là-bas avec le triste écheveau du brouillard le soleil vainqueur, comprendra combien dut être grand le bonheur qu'apporta à sa nation un poète qui, dans le domaine de l'art, l'a délivré pour une seconde de ce crépuscule de plomb. Dickens est ce cercle d'or autour de l'existence quotidienne des Anglais. Il est l'auréole des humbles choses et des gens simples, l'idylle de l'Angleterre. Il a choisi ses héros, ses destinées, dans les rues étroites des faubourgs où les autres poètes sont passés avec indifférence. Ceux-ci prenaient leurs héros sous les lustres des salons aristocratiques, sur les chemins conduisant à la forêt magique des fairy tales. Ils cherchaient l'étrange, le singulier, l'extraordinaire. Pour eux, le bourgeois était l'incarnation de la lourdeur terrestre, et il ne voulait que des âmes de feu, des âmes superbes aspirant à l'extase, l'homme lyrique et héroïque. Dickens, lui, ne craignit pas de prendre pour son personnage de prédilection le modeste ouvrier de chaque jour. Il était un self-made man. Il sortait du peuple et il conservait à ce milieu une touchante piété. Il avait un enthousiasme très remarquable pour la banalité, un enthousiasme pour des choses du vieux temps, tout à fait sans valeur, pour le menu fretin de la vie. Ses livres sont eux-mêmes comme une curiosity shop, pleine de bric-à-brac, que chacun aurait regardé comme insignifiant. Un pêle-mêle de bizarreries et de futilités grotesques qui, pendant une dizaine d'années, avaient vainement attendu l'amateur. Il prit donc ces vieilles choses sans valeur, enfouies sous la poussière.
Il les frotta jusqu'à les faire reluire. Il les groupa et les plaça sous le soleil de sa sérénité. Et alors, elles commencèrent soudain à étinceler avec un éclat inouï. De même, il prit dans la poitrine des hommes simples la multitude de petits sentiments méprisés qu'elles contenaient. Il écouta le bruit de leurs mouvements, il assembla leurs rouages jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé les battements de la vie. Soudain, ils se mirent à ronronner et à bourdonner comme de petites pendules à musique, et puis à chanter une douce mélodie du vieux temps, qui était plus aimable que les mélancoliques ballades des chevaliers du pays des légendes et les canzones de la Dame du Lac. Dickens a ainsi tiré de sous l'amas des cendres de l'oubli tout l'univers bourgeois, et il lui a redonné son éclat total. C'est dans son œuvre seulement qu'il est redevenu un monde vivant. Il a rendu compréhensible par son indulgence les folies et les petitesses de ce monde. Il a fait toucher du doigt, grâce à son amour, les beautés de cet univers, et il a transformé ses superstitions en une mythologie neuve et très poétique. Le cri du grillon du foyer est devenu une musique dans son roman de ce nom. Les cloches de la Saint-Sylvestre parlent avec des voix humaines, et l'enchantement de Noël réconcilie la poésie avec le sentiment religieux. Il a découvert aux plus petites fêtes un sens profond. Il a aidé toutes ces humbles gens à sentir la poésie de leur vie quotidienne. Il leur a rendu encore plus cher ce qui était déjà pour eux le plus cher, leur home, la chambre étroite où la cheminée fait pétiller ses rouges flammes et dévore le bois sec, où le thé murmure et chante sur la table, où les existences sans désir se tiennent confinées à l'abri des avides tempêtes, des sauvages hardiesses du monde. Cette poésie de la vie quotidienne, il a voulu l'apprendre à tous ceux qui étaient comme relégués dans cette quotidienneté. Il a montré à des milliers et des millions de personnes le point de jonction de l'éternité avec leur pauvre vie, l'endroit où l'étincelle de la joie paisible couvait sous la cendre de la monotonie quotidienne. Il leur a appris à la rallumer dans la flamme d'une heureuse sérénité. Il a voulu aider les pauvres et les enfants. Ce qui, matériellement ou intellectuellement, sortait de cette moyenne de la vie lui était antipathique. Il aimait de tout son cœur seulement les choses ordinaires, ne dépassant pas le niveau usuel. Il faisait grise mine aux riches et aux aristocrates, aux privilégiés de l'existence. Ceux-ci sont presque toujours dans ses livres des coquins et des ladres. Ce sont rarement des portraits, presque toujours des caricatures. Il ne les aimait pas. Trop souvent, étant enfant, il avait eu à porter à son père des lettres dans la prison pour dette, dans la Marshalsea. Il avait vu les saisies-gageries, il avait trop connu, hélas, la détresse d'argent. Pendant des années, il était resté assis à Hungerford Stairs, tout là-haut, dans une petite chambre crasseuse, sans soleil. Il avait rempli des pots de cirage, et chaque jour empaqueté des centaines et des centaines de ceux-ci, si bien que ses petites mains d'enfant brûlaient et que des larmes d'humiliation jaillissaient de ses yeux. Il avait trop connu la faim et la privation dans le brouillard du matin qui couvre les rues de Londres. Personne ne l'avait alors secouru. Les carrosses étaient passés au grand trot à côté de l'enfant grelottant. Les cavaliers avaient continué leur galop et les portes ne s'étaient pas ouvertes devant lui. Il n'avait éprouvé d'autre bonté que celle des petites gens. Aussi, c'est à eux seuls qu'il voulait rendre leur aumône. Sa fiction est éminemment démocratique. Elle n'est pas socialiste car il lui manque pour cela le sens du radical. L'amour et la pitié seuls lui donnent sa flamme pathétique. Il est resté de préférence dans le monde bourgeois. Sa fiction est éminemment démocratique dans cette sphère intermédiaire entre la maison des pauvres et celle des rentiers. C'est seulement auprès de ces humbles gens qu'il s'est senti à l'aise. Il peint leurs appartements avec complaisance et largeur, comme s'il voulait lui-même y habiter. Il tisse pour eux des dessins bariolés, au-dessus desquels plane toujours le feu du soleil. Il rêve leurs rêves modestes. Il est leur avocat, leur prédicateur, leur favori, le soleil clair et éternellement chaud de leur humble et grisâtre univers. Mais combien riche est-elle devenue grâce à lui, cette modeste réalité des petites existences. Toute cette communauté des gens du peuple, avec tous ses accessoires, avec le pêle-mêle des professions et l'immense variété de sentiments, est encore une fois devenue cosmos. Elle s'est transformée dans ses livres en un tout ayant ses étoiles et ses dieux. Ici,
Un regard perçant a découvert des trésors dans le miroir plat, stagnant, à peine onduleux des petites existences, et avec son filet aux mailles les plus fines, il les a amenés à la lumière. Dans ce tohu-bohu, il a choisi des individus. Oh, combien d'individus! Des centaines de figures, assez pour peupler une petite ville. Parmi eux, il y a des personnages inoubliables, des physionomies qui sont éternelles dans la littérature et dont le simple fait de leur existence suffit à passer dans le vocabulaire courant du peuple. Pickwick et Sam Weller, Pecksniff et Betsy Trotwood, eux tous dont les noms déploient magiquement en nous un riant souvenir. Quelle n'est pas la richesse de ces romans? Les épisodes de David Copperfield fourniraient à eux seuls assez de matière pour une carrière littéraire. C'est que les livres de Dickens sont précisément de véritables romans, par l'abondance et l'incessant mouvement, et non pas comme les romans allemands, qui ne sont presque tous que des nouvelles psychologiques qu'on fait traîner en longueur. Il n'y a pas en eux de points morts, pas d'endroits sablonneux et vides. Ils représentent un flux et un reflux d'événements et, littéralement, ils sont insondables et immenses, comme une mer. À peine si l'on peut jeter un coup d'œil d'ensemble sur le va-et-vient joyeux et sauvage de ce pullulement d'hommes. Ils se pressent tous sur la scène du cœur, ils se repoussent ensuite l'un l'autre et disparaissent en tourbillonnant. Comme la crête des vagues, ils émergent du flux des villes géantes, ils se précipitent dans l'écume des événements, mais ils reparaissent, montent et tombent, s'étreignent mutuellement ou se heurtent hostilement. Et cependant, ces mouvements ne sont pas arbitraires. Derrière cette confusion réjouissante règne un ordre. Les fils se mêlent toujours de nouveau pour former un tapis brodé. Aucune des figures qui semblent n'être là que comme à la promenade n'est perdue. Toutes se complètent, sont utiles les unes aux autres, se combattent, apportent un peu plus de lumière ou d'ombre. De multiples complications, joyeuses ou graves, mais toujours ingénieuses, poussent en tous sens, à la façon des chats, le peloton défile de l'action. Toutes les possibilités du sentiment résonnent avec véhémence sur une gamme montante et descendante. Tout est mêlé, allégresse, frisson, exubérance. Tantôt, lui, la larme de l'attendrissement, tantôt celle du rire le plus franc. Des nuages passent, se dissipent, s'amoncellent de nouveau, mais à la fin, l'air qu'a purifié l'orage rayonne sous un merveilleux soleil. Plus d'un de ces romans est une Iliade aux 1000 combats individuels, l'Iliade d'un monde terrestre qui n'a plus de Dieu. Plus d'un autre, au contraire, est simplement une paisible et modeste idylle. Mais tous ces romans, ceux qui sont excellents comme ceux qui sont illisibles, présentent le caractère d'une prodigue multiplicité. Et tous, même les plus sauvages et les plus mélancoliques, ils ont fait pousser dans ce rocher du paysage tragique de petits ornements semblables à des fleurs. Partout fleurissent ces grâces inoubliables. Comme de petites violettes, modestes et cachées, elles attendent dans la prairie aux larges perspectives de ces livres. Partout, la source claire d'une insouciante sérénité jaillit en chantant des roches sombres des durs événements. Il y a chez Dickens des chapitres que, dans leur action, on ne peut comparer qu'à des paysages, tellement ils sont purs, tellement ils sont divinement vierges d'impulsions terrestres, tellement ils sont épanouis et ensoleillés dans leur douce et joyeuse humanité. Rien qu'à cause de cela, Dickens mériterait d'être aimé, car ces petits artifices sont disséminés dans son œuvre avec tant de libéralité que leur abondance atteint à la grandeur. Qui pourrait seulement dénombrer ces personnages, tous ces individus si variés, joviales, de bonne humeur, légèrement ridicules et toujours si amusants. Ils sont comme photographiés avec toutes leurs lubies et particularités individuelles. Ils sont encapsulés dans les métiers les plus étranges, ils sont impliqués dans les aventures les plus réjouissantes. Et aussi nombreux qu'ils soient, aucun n'est semblable à son voisin. Ils sont décrits minutieusement dans leur personnalité, jusque dans le plus petit détail. Rien en eux n'est esquisse ou schéma, tout est individualité concrète et vivante. Tous ils sont, non pas inventés de toutes pièces, mais vus tels quels dans la réalité, vus par le regard tout à fait incomparable de ce poète. Ce regard est un instrument infaillible, merveilleux, d'une précision sans pareille. Dickens était un génie visuel. Qu'on examine chaque portrait qu'on a de lui,
celui de sa jeunesse et celui, meilleur, de ses années de maturité. On s'aperçoit tout de suite que toute la physionomie est dominée par cet œil si remarquable. Ce n'est pas l'œil d'un poète qui s'abandonne à un beau délire ou à un clair-obscur de l'élégie. Ce n'est pas un œil flasque et inconsistant, ou bien un œil de feu de visionnaire. C'est un œil anglais, froid, gris, aigu comme l'acier. Et il était aussi en acier, tel un coffre-fort dans lequel était conservé, à l'abri de l'incendie ou d'une perte possible, et comme imperméable à l'air, tout ce qui lui avait été confié du monde extérieur, n'importe quand, que ce fût hier ou de nombreuses années auparavant. La chose la plus importante, comme la plus insignifiante, n'importe quelle enseigne en couleur au-dessus d'une boutique londonienne qu'il avait vue à l'âge de 5 ans, ou bien un arbre avec ses fleurs naissantes, juste en face de la fenêtre. Rien ne se perdait de ce qu'avait enregistré une fois cet œil. Il était plus fort que le temps. Il emmagasinait soigneusement impression après impression dans le grenier de la mémoire, jusqu'à ce que le poète vînt les réclamer. Rien ne tombait dans l'oubli, ne se fanait ou ne se décolorait. Tout restait là, à attendre, plein de parfums et de saveurs, de couleurs et de clarté, sans dépérir ni se flétrir. Incomparable est chez Dickens la mémoire de l'œil. Avec son tranchant d'acier, il coupe la masse des brouillards de l'enfance et fait surgir celle-ci en pleine lumière. Dans David Copperfield, cette autobiographie déguisée, des souvenirs datant de la seconde année de la vie de l'enfant et relatifs à sa mère et à la servante sont découpés au couteau, comme des silhouettes sur le fond de l'inconscient. Chez Dickens, il n'y a pas de contours vagues. Il n'offre pas à la vision des possibilités diverses, il la contraint à la précision. Sa puissance descriptive ne laisse à la fantaisie du lecteur aucune liberté. Il lui fait violence. C'est pourquoi il est devenu aussi le poète idéal d'une nation sans fantaisie. Placez 5 dessinateurs devant ces livres et demandez-leur le portrait de Copperfield et de Pickwick. Les dessins seront tous semblables. Ils représenteront avec une inexplicable similitude l'obèse bonhomme au gilet blanc et aux yeux amicaux derrière les verres de ses lunettes, ou bien le timide et joli petit garçon blond sur la voiture de poste de Yarmouth. Dickens décrit si nettement, si minutieusement, qu'on est obligé de suivre son regard qui vous hypnotise. Il n'avait pas le regard magique de Balzac, qui fait surgir ces personnages du nuage de feu de leur passion en train de se former chaotiquement, mais bien un regard tout terrestre, celui d'un marin ou d'un chasseur, un regard d'aigle pour les petites choses humaines. Mais ce sont les futilités, disait-il un jour, qui donnent à la vie sa signification. Son regard cherche les petits indices. Il voit la tache qui est sur un vêtement, les petits gestes de détresse de l'homme qui est dans l'embarras. Il découvre la mèche de cheveux roux qui se montre sous une perruque brune quand celui qui la porte se met en colère. Il saisit les nuances, devine le mouvement de chaque doigt dans une poignée de main et le reflet d'ombre qu'il y a dans un sourire. Il avait été, disions-nous au début, pendant des années avant sa carrière littéraire, sténographe au Parlement. Et là, il s'était exercé à présenter les détails d'une façon sommaire, à résumer un mot par un point et une phrase par des traits très brefs. Et de même, il a plus tard dans ses ouvrages pratiqué une sorte de brévigraphie de la réalité, qui remplace la description par un petit signe et qui distille en quelque sorte la multitude des faits pour en extraire une essence d'observation. Pour ces petites choses matérielles, il avait une incroyable faculté de vision. Son regard ne mettait rien. Il saisissait, comme un bon obturateur d'appareil photographique, le contenu d'un mouvement ou d'un geste dans un centième de seconde. Rien ne lui échappait. Et cette acuité de vision était encore accrue par une faculté de réfraction tout à fait remarquable qu'avait son regard pour reproduire un objet non pas comme un miroir ordinaire, dans ses proportions naturelles, mais en exagérant les traits caractéristiques, à la manière d'un miroir concave. Dickens accuse toujours les particularités de ses personnages. Il les extrait de la réalité objective pour les outrer jusqu'à un degré caricatural. Il les rend plus intenses. Il les élève jusqu'au symbole. Le corpulent Pickwick revêt également une rondeur morale. Le mince Jingle devient la sécheresse même.
le méchant devient Satan, et l'homme bon devient la perfection incarnée. Dickens exagère comme tout grand artiste, mais non pas en cherchant le grandiose, simplement l'humoristique. L'effet tout entier, si extraordinairement amusant, produit par sa façon de présenter les choses, n'était pas, à le bien prendre, le résultat de son humeur psychologique, ni de sa gaieté, mais il était dû en majeure partie à cette étrange faculté de réfraction qu'avait son œil, lequel accusait fortement l'aspect des objets de manière à exagérer jusqu'à la bizarrerie et la caricature. Effectivement, c'est dans cette optique originale, et non pas dans son âme un peu trop bourgeoise, que réside le génie de Dickens. Dickens ne fut à proprement parler jamais un psychologue, c'est-à-dire quelqu'un qui saisit magiquement l'âme des choses et à qui leurs germes, clairs ou sombres, suffisent pour qu'ils puissent se représenter leurs couleurs et leurs formes dans une mystérieuse croissance. La psychologie de Dickens part du concret. Dickens caractérise par des traits matériels, par des traits qui, il est vrai, sont les plus fins et les plus décisifs, et qui ne sont visibles que pour un œil doué d'une forte acuité poétique. De même que les philosophes anglais, il ne commence pas par des hypothèses, mais par des faits caractéristiques. Il capte d'abord les manifestations tout à fait matérielles et les moins apparentes de l'être moral. Et c'est grâce à elle que son optique remarquablement caricaturale dresse devant nos yeux le caractère tout entier. C'est par des signes matériels qu'il fait reconnaître ce que l'individu a de spécifique. Il donne au maître d'école Creakle une voix très basse, qui a peine à trouver ses mots, et cela suffit à faire deviner l'horreur que les enfants auront de cet homme, dont les efforts qu'il fait pour parler gonflent sur son front la veine de la colère. Son Uriah Heep a des mains toujours froides et moites. Par là, sa physionomie exprime déjà le malaise qu'il nous fait éprouver, cette sorte de répulsion que nous inspirent les serpents. Ce sont là des minuties, des choses purement extérieures, mais toujours elles ont leurs répercussions sur le moral. Parfois, ce qu'il représente, c'est, à vrai dire, simplement une lubie vivante, une lubie qui est incorporée à un homme et qui le meut mécaniquement comme une poupée. Parfois, il caractérise l'homme par son compagnon. Que serait Pickwick sans Sam Weller, Dora sans Jeep, Barnaby sans le corbeau, Kit sans le poney? Et il trace les particularités d'un personnage non d'après son modèle lui-même, mais d'après l'ombre grotesque de celui-ci. Les caractères de Dickens sont toujours uniquement une somme de petits traits, mais dessinés avec tant de netteté qu'ils s'emboîtent parfaitement entre eux et qu'ils constituent une figure d'excellente mosaïque. Et c'est pourquoi, le plus souvent, ils n'ont qu'une action extérieure, ils ne produisent qu'une impression physique. Ils déterminent une sensation très intense de l'œil, mais ils ne laissent, psychologiquement parlant, qu'un souvenir très vague. Si nous évoquons en nous le nom d'une figure de Balzac ou de Dostoïevski, par exemple le père Goriot ou Raskolnikov, ce que nous voyons aussitôt, c'est un sentiment, le souvenir d'un dévouement ou d'un désespoir. Bref, un chaos de passion. Mais si nous évoquons Pickwick, nous voyons simplement l'image d'un jovial bonhomme au vaste embonpoint et avec un gilet à boutons d'or. Nous le remarquons tout de suite. Quand il s'agit de figures de Dickens, on pense à des images peintes, et quand il s'agit de celles de Dostoïevski ou de Balzac, on pense à de la musique, car ces derniers écrivains créent intuitivement. Dickens crée seulement imitativement. Les uns créent avec l'œil de l'esprit, Dickens avec l'œil du corps. Il ne saisit pas l'âme là où elle surgit hors de la nuit de l'inconscient, comme un fantôme, évoqué uniquement par la lumière 7 fois brillante du visionnaire. Il se contente de guetter l'apparition du fluide immatériel, là où il produit comme un précipité dans le réel. Il capte simplement les 1000 répercussions du moral sur le physique, mais sur ce terrain, il n'en oublie pas une. Son imagination est, en somme, simplement vision, et, par conséquent, elle ne suffit que pour découvrir ces sentiments et ces figures de la sphère moyenne qui habitent dans l'ordre des choses terrestres. Ces personnages ne sont plastiques qu'aux températures modérées des sentiments normaux. Aux fortes chaleurs de la passion, ils fondent, comme des figures de cire, en sentimentalité, ou bien ils se fichent en haine et ils se cassent.
Dickens ne réussit très bien que les natures en ligne droite, mais non pas ces natures, incomparablement plus intéressantes, dans lesquelles vivent les transitions infinies qu'il y a du bien au mal, de Dieu à la bête. Ces personnages sont toujours unilatéraux. Ce sont de parfaits héros ou de vils coquins. Ce sont des natures prédestinées avec sur le front l'auréole de la sainteté, ou bien avec la marque du fer rouge des criminels. Son univers oscille entre le good et le wicked, entre la douceur et la dureté. Sa méthode ne connaît aucun chemin qui le conduise au-delà, dans le monde des mystérieuses relations, des mystiques enchaînements. Le grandiose ne se laisse pas conquérir, l'héroïque ne se laisse pas apprendre. C'est à la fois la gloire et le tragique de Dickens d'être resté toujours dans un plan intermédiaire entre le génie et la tradition, entre le sublime et le banal, dans les voies régulières du monde terrestre, dans l'agréable et le touchant, le confortable et le bourgeois. Mais cette gloire ne lui suffisait pas. Le poète idyllique aspirait à s'élever jusqu'au tragique. À plusieurs reprises, il a essayé de la tragédie, mais jamais il n'est allé plus loin que le mélodrame. Là était sa limite. Les tentatives qu'il a faites ainsi ne sont guère heureuses. En Angleterre, l'histoire des deux villes et Bleak House peuvent être considérées comme de hautes créations. Pour notre goût, elles sont manquées, parce que la grandeur de leur attitude est artificielle. Néanmoins, l'effort qu'il y a là pour atteindre le tragique est réellement digne d'admiration. Dans ses romans, Dickens accumule les conspirations, il dresse au-dessus de la tête de ses héros de grandes catastrophes, comme une voûte de rochers. Il évoque les frissons des nuits où la pluie envahit tout, la révolte populaire et les révolutions, et il déploie tout l'appareil de l'horrible et du terrible. Mais jamais ce frisson si sublime qu'il voudrait produire ne se réalise complètement. Ce n'est qu'un chatouillement superficiel, le réflexe purement physique de l'épouvante, et non pas le frissonnement de l'âme. Ces commotions profondes, ces accablements orageux qui font que dans son angoisse, le cœur soupire ardemment après la décharge de la foudre, ne se rencontrent jamais dans ses livres. Dickens a beau accumuler périls après périls, on n'en a pas peur. Chez Dostoïevski, on voit soudain s'ouvrir des abîmes. On étouffe lorsqu'on sent que ces ténèbres et ces abîmes envahissent notre propre poitrine. On sent le sol trembler sous ses pieds, on éprouve un brusque vertige, un vertige brûlant, mais doux en même temps. On désirerait être poussé, précipité dans l'abîme et, malgré tout, on frissonne devant un tel sentiment, où la joie et la douleur sont soudées ensemble par une température si élevée qu'on ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Chez Dickens aussi, il y a de tels précipices. Il nous en montre les contours, il les remplit de ténèbres, il nous en indique et nous fait voir tout le danger. Mais malgré tout, nous ne frissonnons pas. Nous n'éprouvons pas ce doux vertige de la chute intellectuelle, qui est peut-être le plus haut charme de la jouissance artistique. Avec lui, nous nous sentons toujours quelque peu en sûreté, comme si nous tenions une rampe, car nous savons qu'il ne laisse tomber personne, nous savons que le héros ne périra pas. Les deux anges qui, avec de blanches ailes, planent à travers le monde de cet auteur, la pitié et la justice, le déposeront sain et sauf au-delà de tous les ravins et de tous les abîmes. À Dickens manque la brutalité, le courage d'être véritablement tragique. Il n'est pas héroïque, mais sentimental. Le tragique, c'est la volonté du défi. La sentimentalité, c'est le désir des larmes. Dickens n'est jamais allé jusqu'à la puissance suprême, sans pleurs et sans paroles, de la douleur désespérée. Une douce émotion, par exemple la mort de Dora dans David Copperfield, est le sentiment le plus extrême qu'il puisse représenter à la perfection. Lorsqu'il prend son essor vers un ciel plus inclément, voici que la pitié arrête toujours son bras. Toujours l'huile, souvent rance, de la compassion vient adoucir l'assaut conjuré des éléments. La tradition sentimentale du roman anglais entrave la volonté d'aller jusqu'au tragique. En effet, en Angleterre, l'action d'un roman doit, à vrai dire, n'être que l'illustration des maximes de la morale courante. On entend toujours à travers la mélodie du destin, comme en sourdine, « Sois fidèle et honnête ». Le final doit être une apocalypse, un jugement dernier. Les bons s'élèvent dans le ciel et les méchants sont punis.
Dickens, lui aussi, a malheureusement adopté cette justice dans la plupart de ses romans. Ces coquins se noient ou se tuent réciproquement, les orgueilleux et les riches font banqueroute, et les héros sont assis bien au chaud dans du coton. Encore aujourd'hui, l'anglais n'admet pas un roman dont la conclusion ne le laisse pas aller en paix, avec l'assurance que tout est pour le mieux dans ce monde. Et cette hypertrophie essentiellement anglaise, du sens moral, a quelque peu gêné les plus grandioses inspirations de Dickens vers le roman tragique. Car la philosophie de ses ouvrages, le pivot qui en maintient la stabilité, n'est plus la justice de l'artiste libre, mais celle d'un bourgeois anglican. Dickens censure les sentiments au lieu de les laisser agir librement. Il ne tolère pas, comme Balzac, leurs débordements élémentaires, mais il les dirige à travers des digues et des fossés, dans des canaux, où ils font tourner les meules de la morale bourgeoise. Le prédicateur, le révérend, le philosophe du common sense, le maître d'école, tous sont assis invisiblement auprès de lui, dans son atelier d'artiste, et ils interviennent dans son œuvre. Ils l'obligent à faire en sorte que le grave roman, au lieu d'être une humble image des libres réalités, soit plutôt un modèle et un avertissement à l'usage des jeunes gens. Il est vrai que ce bon esprit fut récompensé. Lorsque Dickens mourut, l'évêque de Winchester ne manqua pas de faire valoir, en célébrant son œuvre, qu'on peut sans crainte la mettre dans les mains de n'importe quel enfant. Mais précisément parce qu'elle ne montre pas la vie dans ses réalités, mais au contraire, telle qu'on veut la présenter à des enfants, sa force persuasive en est bien diminuée. Pour nous, qui ne sommes pas anglais, elle est trop saturée de moralité. Pour devenir un héros, chez Dickens, il faut être un parangon de vertu, un idéal de puritanisme. Chez Fielding et Smollett, qui cependant étaient eux aussi des Anglais, il est vrai, d'un siècle plus sensuel, ce n'est pas du tout une tâche pour le héros si un jour, dans une bagarre, il écrase le nez de son vis-à-vis ou si, malgré tout son fervent amour pour la noble dame de son cœur, il couche une fois avec la soubrette de celle-ci. Chez Dickens, même les personnages les plus malfamés ne se permettent pas de telles abominations. Même les créatures les plus dissolues sont, à vrai dire, bien inoffensives. Leurs plaisirs sont d'une nature telle qu'une vieille spinster peut les suivre sans avoir à rougir. Voici par exemple Dick Swiveller, le libertin. En quoi consiste vraiment son libertinage? Mon Dieu, il boit 4 verres d'ale au lieu de 2, il paie ses notes très irrégulièrement, il mène un peu une vie de bohème, et c'est tout. Et pour finir, il fait au bon moment un héritage, modeste naturellement, et il épouse le plus honorablement du monde la jeune fille qui l'a ramené sur le chemin de la vertu. Chez Dickens, même les scélérats ne sont pas réellement immoraux. Malgré tous leurs mauvais instincts, ils ont le sang trop pâle pour cela. Ce mensonge anglais qui veut ignorer la sensualité est une marque de son œuvre. L'hypocrisie aux yeux louches, qui omet de regarder ce qu'elle ne veut pas voir, enlève à Dickens la vision pénétrante des réalités. L'Angleterre de la reine Victoria a empêché Dickens d'écrire le roman absolument tragique qui était son désir le plus intime. Et elle l'aurait entièrement attiré dans sa propre médiocrité repue, elle aurait entièrement fait de lui l'avocat de son mensonge sexuel en l'enlaçant avec les bras de la popularité, si l'artiste n'avait pu disposer librement d'un monde dans lequel son désir créateur trouvait asile. Et s'il n'avait pas possédé ces ailes d'argent qui l'ont élevé fièrement au-dessus des eaux stagnantes de ses opportunismes, je veux dire, son humour fortuné et presque surnaturel. Ce monde bienheureux, librement alcyonien, sur lequel ne se penche plus le brouillard de l'Angleterre, est le pays de l'enfance. Le mensonge anglais circonscrit l'homme dans sa sensualité et impose ses lois à l'adulte. Mais les enfants vivent encore dans l'insouciance paradisiaque de leurs sens. Ce ne sont pas encore des Anglais, ce sont simplement de petites et limpides fleurs humaines, et dans leur univers bariolé, les brumes de l'hypocrisie anglaise ne mettent pas encore leur ombre. Et ici, où Dickens a pu se déployer librement, sans être gêné par sa conscience de bourgeois anglais, il a créé des choses immortelles. Les années d'enfance dans ses romans sont d'une beauté unique. Jamais, je crois, dans la littérature universelle, ne périront ces figures, ces épisodes joyeux ou graves,
des premières années de la vie humaine. Qui pourrait oublier l'odyssée de la petite Nell, lorsque, avec son vieux grand-père, elle sort de la fumée et des ténèbres des grandes villes pour aller dans la verdure renaissante des campagnes, innocente et naïve, conservant divinement jusque dans sa mort même ce sourire angélique, à travers tous les risques et les dangers. C'est là quelque chose de touchant qui dépasse de bien haut toute sentimentalité pour atteindre au niveau du sentiment le plus vrai et le plus vivant. Voici Traddles, le garçon poupin avec ses larges culottes bouffantes qui oublie la douleur des coups reçus en s'amusant à dessiner des squelettes. Voici Kit, le fidèle des fidèles, le petit Nickleby, et puis cette figure revenant sans cesse, ce joli gosse, très petit et qui précisément n'est pas traité trop aimablement, qui n'est autre que Charles Dickens lui-même, l'écrivain qui, comme pas un, a rendu immortels ses propres plaisirs et ses propres souffrances d'enfant. Toujours et sans cesse, il a reparlé de ce garçon rêveur, humilié, abandonné, effarouché, délaissé par ses parents comme un orphelin. Ici, vraiment, son pathos est devenu voisin des larmes, sa voix est devenue sonore, pleine et retentissante comme un son de cloche. Cette ronde d'enfants dans les romans de Dickens est inoubliable. Ici, le rire et les pleurs, le sublime et le ridicule se pénètrent dans un éclat unique d'arc-en-ciel. Le sentimental et la grandeur, le tragique et le comique, la vérité et la fiction se réconcilient en quelque chose de nouveau et d'entièrement inédit. Ici, Dickens dépasse le caractère anglais, les contingences terrestres. Ici, sans aucune réserve, Dickens est grand et incomparable. Si on voulait lui élever un monument, cette ronde d'enfant, en marbre, devrait entourer le bronze de sa figure à lui, le protecteur, le père et le frère. Car il a véritablement aimé les enfants comme la forme la plus pure de l'être humain. Lorsqu'il voulait rendre les hommes sympathiques, il les représentait semblables à des enfants. Et c'est à cause de cela même qu'il a aimé ceux qui avaient cessé d'être des enfants, mais dont la puérilité les rapprochait d'eux, les faibles d'esprit et les aliénés. Dans chacun de ses romans, nous trouvons un de ces doux démons dont les pauvres sens égarés voyagent au loin et très haut, comme des oiseaux blancs au-dessus de ce monde de soucis et de misère. Pour qui la vie n'est pas un problème, un pénible labeur et une tâche à remplir, mais simplement un jeu béat, tout incompréhensible et beau en même temps. Il est touchant de voir comment il décrit ces hommes. Il les prend avec précaution, comme des malades. Il met autour de leur tête beaucoup de bonté, comme une auréole de sainteté. Pour lui, ils sont bien heureux parce qu'ils sont restés éternellement dans le paradis de l'enfance. En effet, dans les œuvres de Dickens, l'enfant, c'est le paradis. Lorsque je lis un roman de Dickens, j'éprouve toujours une peur mélancolique au moment où les enfants grandissent. Car, je le sais, c'est alors que se perd irrémédiablement ce qu'ils ont de si doux. C'est alors que le conventionnel va altérer leur poésie et que le mensonge anglais va déformer la pure vérité. Et Dickens lui-même semble au tréfonds de son être partager ce sentiment, car ce n'est qu'à regret qu'il laisse partir dans la vie ses héros favoris. Il ne les accompagne jamais au-delà de l'âge où ils deviennent banals, épiciers ou rouliers, happés par l'existence quotidienne. Il prend congé d'eux lorsqu'il les a conduits jusqu'à la porte de l'église du mariage, ou bien, à travers tous les risques du voyage, jusqu'au port miroitant d'une commode existence. Et l'enfant qui était de lui la plus aimée dans cette ronde bariolée, la petite Nell, dans laquelle il avait éternisé le souvenir d'une figure très chère morte avant l'âge, il ne la laissa pas du tout entrer dans le monde grossier des désillusions, le monde du mensonge. Il la garda pour toujours dans le paradis de l'enfance. Il ferma avant le temps ses doux yeux bleus et il la fit passer, sans qu'elle s'en doutât, de la clarté des premières années dans les ténèbres de la mort. Elle lui était trop chère pour les épreuves du monde réel. Car chez Dickens, le monde réel, je l'ai déjà dit, était une Angleterre lasse et rassasiée, bourgeoisement étriquée, une mesquine parcelle des immenses possibilités de la vie. Un monde si pauvre ne pouvait devenir riche que par un grand sentiment. Balzac a donné du relief aux bourgeois par sa haine, Dostoïevski par son amour du Rédempteur. Et Dickens, l'artiste, rachète ses créatures de leur lourdeur terrestre par son humour.
Il ne considère pas son petit monde bourgeois avec un air objectivement important. Il n'entonne pas cet hymne des braves gens, cet hymne de la capacité et de la sobriété, seule vertu de ce monde, cet hymne qui maintenant rend si antipathique la plupart des romans allemands dits nationaux. Loin de là. Il les regarde en clignant des yeux d'un air débonnaire et pourtant amusé. Ainsi que Gottfried Keller et Wilhelm Raabe, il les représente comme un tout petit peu ridicules avec leurs soucis lilliputiens. Mais ce ridicule s'accompagne toujours d'amabilité et de bonté de la part de Dickens, si bien qu'on n'en aime que mieux ces personnages, pour tout ce qu'ils ont de grotesque ou de plaisant. L'humour est dans ces livres comme un regard ensoleillé. Ils donnent tout à coup à leur modeste paysage un aspect serein et infiniment agréable, plein de 1000 charmantes merveilles. À cette flamme bonne et réchauffante, tout devient plus vivant et plus vraisemblable, et même les fausses larmes scintillent comme des diamants, et les petites passions se couronnent de flammes comme un véritable incendie. L'humour de Dickens élève son œuvre au-dessus de son temps, au niveau de tous les temps. Cet humour l'affranchit de l'ennui que dégage l'anglicité. Dickens triomphe du mensonge par son sourire. Comme Ariel, cet humour plane fantastiquement à travers l'atmosphère de ses livres. Il les remplit d'une musique secrète qui les entraîne dans un tourbillon de danse, dans une grande allégresse de vie. Il est partout présent. Même dans le labyrinthe des plus sombres vicissitudes, il étincelle comme une lampe de mineur. Il atténue les tensions exagérées. Il adoucit ce qui sans cela serait trop sentimental. Par la sourdine de l'ironie, il adoucit les exagérations. Par le ombre, le grotesque. Il est l'esprit conciliateur, compensateur et impérissable de son œuvre. Il est naturellement, comme tout chez Dickens, anglais, un humour essentiellement anglais. Lui aussi manque de sensualité, il ne s'oublie pas, ne s'enivre pas de sa propre fantaisie et ne devient jamais exubérant. Dans son exaltation, il reste encore modéré. Il ne braille pas et ne rote pas, comme Rabelais. Il ne fait pas de cabriole, comme cela arrive chez Cervantes, dans la folie de l'enthousiasme, ni ne saute dans l'impossible, la tête à l'envers, comme l'humour américain. Il reste toujours droit et froid. Dickens, comme tous les Anglais, ne sourit qu'avec la bouche, et non pas avec tout le corps. Sa gaieté ne se consume pas elle-même. Elle ne fait qu'étinceler et disséminer sa lueur dans les veines des hommes. Elle se contente d'allumer 1000 petites flammes, d'errer et de rôder à la manière d'un fantôme malicieux, comme un charmant petit diable au milieu des réalités. L'humour de Dickens, car c'est le destin de cet auteur de ne pas sortir du niveau moyen, est lui aussi un compromis entre l'ivresse du sentiment, la fantaisie effrénée et l'ironie souriant à froid. Son humour ne saurait se comparer à celui des autres Anglais. Il n'a rien de l'ironie mordante et tranchante de Sterne, rien de la gaieté large et de bonne humeur du gentleman farmer qui est celle de Fielding. Il ne plonge pas, comme Thackeray, un fer douloureux dans l'individu. Il ne fait que du bien, et non pas de mal. Il joue allègrement comme un ray de soleil autour de la tête et des mains des individus. Il ne veut pas être moral, ni satirique. Il ne veut pas se dissimuler sous la marotte de quelque gravité solennelle. Il n'a aucune intention, aucune prétention. Il se contente d'être. Son existence est sans dessein préétabli. Il est évident par lui-même. Déjà, cette remarquable position des yeux, qui est celle de Dickens, révèle la malice de l'esprit. C'est elle qui caricature et exagère les physionomies, leur donne ces proportions réjouissantes et ces déformations comiques qui ont fait la joie de millions de lecteurs. Tout pénètre dans ce cercle de lumière. Tout est éclairé comme de dedans en dehors. Même les coquins et les escrocs ont leur auréole d'humour, et le monde entier semble sourire en quelque façon lorsque Dickens le contemple. Tout brille et tourbillonne. Le désir de soleil d'un pays de brouillard paraît exaucé pour toujours. La langue fait des sauts, les phrases s'enchevêtrent, bondissent et s'écartent, jouent à cache-cache avec le sens, se posent l'une à l'autre des questions, se taquinent, cherchent à s'égarer, et la fantaisie semble leur donner des ailes pour les faire danser. Cet humour est indéfectible. Il est savoureux, bien que dépourvu du sel de la sexualité qui lui était refusé par la cuisine anglaise. Il ne se laissait pas troubler par le fait que derrière l'écrivain,
Il y avait l'imprimeur qui réclamait en vitesse sa copie, car même dans la fièvre, dans la détresse et dans le chagrin, Dickens ne pouvait pas faire autrement que d'écrire avec sérénité. Son humour est irrésistible. Il était fermement installé dans cet œil à la magnifique acuité de pénétration, et il ne s'éteignit que lorsque la lumière s'éteignit pour celui-ci. Rien de terrestre ne put quelque chose contre lui, et le temps, lui aussi, sera sans doute dans le même cas. En effet, il m'est impossible de m'imaginer des hommes qui n'aimeraient pas des nouvelles comme Le Grillon du foyer, ou qui seraient capables de se défendre de rire en lisant maints épisodes de ses livres. Les besoins spirituels auront beau changer, comme les besoins littéraires, tant qu'on aura le désir de la gaieté, dans ces moments de bien-être où le vouloir vivre se repose, et où le seul sentiment de la vie agite doucement ses ondes dans l'individu, dans ces moments où l'on n'aspire à rien tant qu'à une excitation inoffensive et mélodieuse du cœur, on lira ces livres uniques, en Angleterre et dans le monde entier. C'est là la grandeur, l'élément impérissable de cette œuvre terrestre, trop terrestre. Il y a en effet du soleil, elle réchauffe. Il ne faut pas juger les grandes œuvres d'art seulement d'après leur intensité, seulement d'après l'homme qui était derrière elles. Il faut aussi les juger, si je puis dire, d'après leur extensité, d'après leur action sur les multitudes, et de Dickens on pourra dire, comme d'aucun autre dans notre siècle, qu'il a multiplié la joie de l'univers. Ses livres ont fait étinceler des pleurs dans des millions d'yeux. Il a fait refleurir dans la poitrine de milliers de gens le rire qui, chez eux, était flétri ou mort. Son influence a dépassé de beaucoup le domaine de la littérature. Des riches rentrèrent en eux-mêmes et firent des fondations pour de bonnes œuvres lorsqu'ils eurent lu l'histoire des frères Cherubis. Des cœurs durs furent attendris. Lorsque Oliver Twist parut, les enfants reçurent, c'est un fait authentique, plus d'aumônes dans les rues. Le gouvernement améliora les hospices et contrôla les écoles libres. La pitié et la bienveillance en Angleterre sont devenues plus grandes grâce à Dickens, et le sort de beaucoup de pauvres et de malheureux a été adouci. Je sais que ces effets extralittéraires n'ont rien à voir avec l'appréciation esthétique d'une œuvre d'art, mais ils sont importants parce qu'ils montrent que toute œuvre véritablement grande produit aussi des changements dans le monde réel. En dehors du monde de la fiction, où chaque volonté créatrice peut se déployer avec une liberté magique, elle peut produire des modifications dans les choses essentielles, dans les choses lyriques, et aussi dans la température de la sensibilité. Dickens a, contrairement aux poètes qui demandent pour eux-mêmes pitié et assistance, Dickens a, dis-je, accru la gaieté et la sérénité de son époque. Il a accéléré le rythme de sa circulation sanguine. Le monde est devenu moins sombre depuis le jour où le jeune sténographe du Parlement a pris la plume pour écrire sur les hommes et leur destinée. Il a conservé à son temps la joie, et il a transmis ainsi aux générations ultérieures la bonne humeur de cette Merry Old England, de l'Angleterre qui va des guerres de Napoléon à l'impérialisme. Dans de nombreuses années, on reviendra encore contempler ce monde, devenu désuet, avec ses étranges professions disparues, qui auront été depuis longtemps pulvérisées dans le mortier de l'industrialisme. Et peut-être qu'on aura la nostalgie de cette vie qui était innocente et remplie de joie simple et calme. Dickens a, littérairement parlant, créé l'idylle de l'Angleterre. C'est là son œuvre. Ne sous-estimons pas trop cette paix, ce silence paisible, ce contentement par rapport au grandiose. L'idylle, elle aussi, est quelque chose d'éternel, le retour d'une antiquité primitive. La géorgique ou la bucolique, la poésie de l'homme qui cherche la retraite pour se reposer des frissons du désir, est ici renouvelée, de même qu'elle se renouvellera toujours dans la chaîne des générations. Il revient toujours pour disparaître ensuite le moment d'arrêt qui est un repos entre les excitations, le recueillement ou le délassement, avant ou après l'effort, la seconde de quiétude dans le cœur battant sans répit. Les uns créent la puissance, les autres la paix. Charles Dickens a serti poétiquement un moment de paix dans le monde. Aujourd'hui, la vie est de nouveau bruyante. Les machines grondent, le temps marche à pas accélérés. Mais l'idylle est immortelle parce qu'elle est la joie de la vie. Elle revient comme le ciel bleu après les orages, comme la sérénité éternelle de la vie
après toutes les crises et les ébranlements de l'âme. Et ainsi, Dickens reviendra toujours de son oubli, lorsque les hommes auront besoin de gaieté et lorsque, fatigués des tragiques tiraillements de la passion, ils voudront entendre, même dans les choses les plus effacées, la musique mystérieuse de la poésie.